Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire trimestriel. Je suis avec Marc Toiti. Salut Marc. Salut Antoine, bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver. Voilà, beaucoup d'actualités, beaucoup de volatilité, beaucoup de Mmh. questions également de votre part. Donc évidemment, on est là pour y répondre avec bien sûr des graphiques toujours réalisés sans trucage et que évidemment avec Ito, on vous les enverra pour ceux qui le souhaitent. Donc voilà, pour un petit peu détailler ce qui est en train de nous arriver, ce qui va évidemment nous arriver. Donc Antoine, vas-y pour le sommaire, je te laisse Oui, ouvrir alors les hostilités. effectivement, l'intérêt d'un webinaire, c'est que vous pouvez nous poser vos questions en direct. Vous avez la possibilité d'interagir donc avec Marc et moi-même et on est là pour, essayer de répondre au maximum à vos questions. Alors pour ce webinaire, effectivement, le plan de présentation, tout d'abord, on va parler effectivement des perspectives d'inflation aux États-Unis, en France et dans l'ensemble de la zone euro, puisqu'on a les derniers chiffres d'inflation, qui sont sortis et ça va nous donner un aperçu, hein, sur ce qui pourrait, arriver dans les prochains mois. On a également, 2e partie, le niveau de la croissance mondiale en 2026. On va voir les PMI pour le mois de mai là, dans peu de temps, mais on a déjà aussi un bel aperçu de comment va, pouvoir être la croissance mondiale, cette année. Troisième partie, on va parler de dette publique, taux d'intérêt, les risques, évidemment. On en parle déjà lors de nos podcasts avec Marc, mais là, on va essayer de détailler aussi eh bien, les risques pour la France et pour la zone euro. Et dernière partie, je vais parler des marchés boursiers. Pas mal de choses à dire, notamment sur ce qui s'est passé au premier trimestre. Et depuis le début du conflit au Moyen-Orient, on va voir que Wall Street est le grand gagnant de ce conflit. Voilà, donc on démarre, Marc, avec justement perspective d'inflation. Oui, voilà, effectivement, ce sont les grands enjeux évidemment, qui nous menacent, que ce soit effectivement l'inflation. On va parler bien sûr des prix et des prix du pétrole. Bon, aujourd'hui, on est autour des 110 le baril, ça se stabilise, mais quid de l'avenir? Parce que le problème, c'est que même si le baril, rebaisse demain, on l'espère tous, eh bien, ça y est, malheureusement, l'inflation est déjà dans les tuyaux, un petit peu partout, dans le monde. Donc ce qu'on va voir notamment, aux États-Unis et puis également dans la zone euro. Deuxième grande question, bien sûr, ça sera sur, la croissance, parce que s'il y a trop d'inflation, ça peut casser l'activité, économique et puis évidemment, là aussi, on est en plein dedans, les taux d'intérêt qui augmentent. Donc c'est vraiment de 3 sujets chauds qui vont évidemment déterminer également l'évolution, des marchés boursiers. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important, d'en parler et donc bien sûr, on n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de chaque partie, on s'arrêtera pour répondre, à vos questions. Alors donc on commence bien sûr avec ce graphique, assez incroyable. Donc on s'y attendait, c'est vrai, mais c'est quand même assez incroyable. Donc on voit l'augmentation des prix à la consommation aux États-Unis. Donc c'est la courbe rouge au moins le mois. Vous voyez que depuis, janvier 2021, on a une augmentation de 27,3 parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'on a 2 chocs inflationnistes successifs. Le premier qui avait commencé dès 2021 avec évidemment l'excès de planches à billets, de liquidités, donc il y avait une demande supérieure à l'offre. Ça générait une inflation. Après, deuxième coup de semonce, on a eu, la guerre en Ukraine et le boycott, de la Russie, la flambée des matières premières et donc là maintenant évidemment ça continue puisqu'il y a vraiment il y a quasiment pas eu d'accalmie, hein. Il y a pas vraiment eu de baisse des prix, on le voit sur la courbe rouge. Encore une fois, ce sont les prix à la consommation aux États-Unis au mois le mois et là, depuis, quelques mois, ça augmente très fortement. On est à quasiment 4 de hausse, hein, depuis le début de l'année. Donc juste sur, encore une fois, le début de l'année, on voit qu'on a un glissement annuel de 3,8 ce qui est un plus haut depuis mai 2023, donc c'est quand même pas rien et donc depuis, janvier, 2021, on a une hausse de 27,3. Alors ce qui est intéressant de voir sur le graphique qui vient de s'afficher, c'est qu'on a à la fois une augmentation donc des prix évidemment globaux liés à l'énergie, mais également regardez bien, donc là l'inflation globale c'est la courbe bleue et l'inflation, hors énergie et produits alimentaires, c'est la courbe rouge et là aussi on est à 2,8. Ça ne dérape pas bien entendu, mais on est quand même toujours très au-dessus des niveaux, de l'objectif de la réserve fédérale qui, je vous répète, est à 2. Donc là, on est déjà 2,8 sur, hors énergie et produits alimentaires, 3,8, sur, l'inflation globale et voilà, le problème, c'est que quand on regarde les indicateurs avancés de l'inflation, donc aux États-Unis, notamment ce qu'on appelle l'indicateur des prix à la production, ça, c'est vraiment la mauvaise surprise de la semaine dernière, hein. Les chiffres viennent de sortir. Regardez bien la courbe rouge ici, donc c'est le glissement annuel des prix à la production. Vous voyez bien, nous sommes à 6 d'inflation. Oui, 6 de hausse des prix à la production. Vous voyez que la corrélation est assez bonne entre la courbe rouge et la courbe bleue. Donc la courbe bleue, elle suit la courbe rouge. Et donc on voit qu'on pourrait se diriger vers bientôt 4, 5, voire 6 d'inflation. Vous vous rendez compte? Donc l'inflation globale. Alors c'est vrai que c'est pas les 9 qu'on avait en 2022, mais bon, néanmoins, ça reste quand même une inflation très, très forte
et surtout qui va évidemment compliquer le travail de la Réserve fédérale. Parce que quand on a une telle inflation, eh ben, on pourrait se dire: «Est-ce que la Réserve fédérale va monter les taux d'intérêt?» Pour l'instant, elle ne le fait pas parce que cette inflation, elle n'est pas liée à la demande, pas essentiellement. Elle est liée essentiellement donc, à l'augmentation des prix des matières premières et du pétrole. Donc ce qui veut dire que, voilà, elle pourrait limiter cette augmentation. Mais regardez bien, encore plus inquiétant, quand on voit hors énergie et produits alimentaires, on a vu donc la courbe bleue, c'est l'inflation, donc le glissement annuel des prix à la consommation. Donc hors énergie et les produits alimentaires, on est voyait à 2,8. Par contre, sur les prix à la production, également hors énergie et produits alimentaires, assez incroyable, 5,2. Là aussi, un plus haut depuis janvier 2023. C'est-à-dire que même hors énergie et produits alimentaires, eh bien, l'inflation pourrait fortement augmenter demain. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est qu'on a une inflation qui se généralise, avec en plus aux États-Unis quasiment toujours le plein emploi, on est à 4,3 de taux de chômage, les salaires augmentent de 3,8 par an. Donc il y a à la fois une inflation internationale et puis une inflation nationale aux États-Unis, puisqu'il y a quand même une demande qui résiste bien, hein. On a eu une bonne croissance au premier trimestre 2026. Donc c'est ce qui maintient cette inflation qui va rester élevée donc outre-Atlantique, et donc qui pourrait empêcher la Réserve fédérale d'aider. Parce que certains me disent: «Bon, ouais, si jamais ça tourne mal, la croissance baisse trop fortement, la Réserve fédérale pourra baisser les taux, voire faire la planche à billets». Ben non, comme il y a de l'inflation, évidemment, elle ne pourra pas relancer la machine comme ça, voire elle pourrait même être obligée d'augmenter les taux d'intérêt pour justement montrer qu'elle fait attention et qu'elle veut calmer l'inflation. Donc là, c'est cette spirale qui est très dangereuse, parce que si les taux d'intérêt de la Réserve fédérale augmentent, pour l'instant, c'est pas ma prévision, mais ça pourrait se produire. Et ensuite, il y aurait une répercussion, bien sûr, sur les taux longs et également sur l'activité économique. Donc voilà, c'est ça vraiment le grand risque qui pourrait évidemment rejaillir sur les marchés boursiers. On en parlera tout à l'heure. Alors ça, c'est pour les États-Unis. Si on arrive maintenant chez nous, donc que ce soit en France ou dans la zone euro, on commence par la France, bah, nous aussi ça remonte. Vous voyez, on est à 2,5 donc sur le glissement annuel des prix à la consommation, 2,2 aux normes donc IPC, hein, que c'est la courbe bleue, la courbe rouge, donc c'est aux normes Eurostat. Si on regarde, comme tout à l'heure aux États-Unis, sur plus longue période, voilà, c'est un peu moins qu'outre-Atlantique, hein, l'augmentation sur le graphique suivant. On voit qu'on a une augmentation depuis 2021 de 20,4 donc des prix à la consommation donc en France, et donc là voilà 2,5 de hausse. Donc quand même, là aussi, hein, même si c'est pas aussi fort aux États-Unis, c'est quand même une forte inflation. On voit bien qu'il y a pas eu de mouvement de respiration. Les prix n'ont quasiment jamais baissé, ou à peine pendant quelques mois, c'était un petit peu technique. On voit bien cette tendance haussière, et donc c'est ça qui est dangereux, parce que autant aux États-Unis les salaires augmentent assez fortement, autant chez nous ils n'augmentent pas. C'est-à-dire que si on prend donc cette hausse de 20, il n'y a pas beaucoup de personnes dont les salaires ont augmenté de 20 depuis 2021. Donc c'est ça qui évidemment est particulièrement dangereux. Et alors bien sûr, l'inflation, c'est comme vous le savez une moyenne, on prend tout, les biens, même ceux qu'on ne consomme pas tous les jours, hein, par exemple les ordinateurs et cetera, donc tout est intégré. Et par contre, qu'est-ce qui augmente le plus? Eh bien ce sont justement les biens du quotidien. Tout d'abord évidemment, on le voit sur ce graphique, c'est toujours sur la France, sur l'énergie. Vous voyez depuis, donc, janvier 2021 à avril 2026, hausse des prix de l'énergie, donc, toute l'énergie, c'est pas que le pétrole, enfin toutes, les énergies, 56,7 de hausse. C'est-à-dire que autant que ce qu'on avait eu entre 2004 et 2020. C'est-à-dire qu'en, en 5 ans, on a eu autant d'inflation qu'en 16 ans. C'est pour vous rendre compte de l'ampleur évidemment des dégâts, et ça évidemment, c'est les biens du quotidien. Quand on va faire son plein d'essence, on voit, cette inflation qui augmente. Autre élément qui pour l'instant n'a pas encore commencé, mais c'est l'inflation alimentaire. Sur le graphique suivant, donc là aussi, quand on voit, ah elle y est pas l'inflation alimentaire? Bah non, bon je l'ai pas mis, mais c'est pas grave. On est sur une hausse de 25 donc des prix, sur l'alimentation en France. Donc, c'est ça qui fait en sorte que, les ménages pourraient aujourd'hui avoir des difficultés pour justement consommer, et encore, là, pour l'instant, c'est que ce qu'on appelle les effets de premier tour, donc sur l'énergie. Après, les effets de second tour, notamment sur les engrais, sur, le plastique, enfin les produits qui introduisent du pétrole, et puis après, effet de troisième tour sur notamment l'alimentaire, et ensuite les effets sur les services. Donc vous voyez que même si demain les prix du pétrole repartent à la baisse, l'inflation va continuer d'augmenter au moins jusqu'à l'été, automne prochain, et donc je vois malheureusement dans le meilleur des cas, une inflation qui va augmenter à 4 en France, peut-être même 5 aux États-Unis. Donc voilà, quand même, c'est une inflation qui est très élevée. C'est pas la l'hyperinflation, mais c'est quand même pour nous une inflation qui est élevée.
Là, maintenant, je vous ai mis ce qui se passe dans la zone euro. Ben là aussi, vous voyez, dans la zone euro, hein, c'est quand même assez inquiétant. 26,1% de hausse donc des prix à la consommation depuis 2021. Ça, c'est la courbe rouge. La courbe bleue, le glissement annuel des prix à la consommation, on est à 3%, même légèrement plus. On pourrait réviser à la hausse à 3,1%. Donc, c'est quand même des niveaux qui sont très élevés et donc qui montrent que bah, là aussi, hein, on voit bien, c'est un plus haut depuis 2023. Donc, là aussi, les ménages, bah, ils risquent de souffrir. Quand on regarde le détail des pays dans la zone euro, c'est assez incroyable, hein. Comme vous le savez, maintenant, il y a 21 pays dans la zone euro, puisque la Bulgarie nous a rejoint cette année. Et donc, on voit qu'il y a 19 pays sur 21 qui ont une inflation supérieure à 2,5%. Je rappelle que l'objectif de la Banque centrale européenne, c'est comme aux États-Unis, c'est 2% d'inflation. Donc là, personne n'est à 2% d'inflation, ou même en dessous, tout le monde est au-dessus de 2%, et quand même 19 sur 21 au-dessus ou égal à 2,5%. Donc ça veut dire que, bah, là, évidemment, il y a ce dérapage qui est présent. On voit alors justement les 2 derniers pays qui sont entrés dans la zone euro, la Bulgarie et la Croatie, bah, pas de chance pour eux, c'est chez eux qu'il y a le plus d'inflation. 6,2%, 5,4. Bon, ils vont se dire, «Ce qu'on a bien fait d'entrer dans la zone euro». C'est pourquoi d'ailleurs la Pologne aujourd'hui, elle hésite à rentrer dans la zone euro parce qu'à la base, on vendait ça comme justement un havre de, stabilité qui empêche d'avoir une forte inflation. Finalement, voilà, non, c'est malheureusement, on reste, soumis à cette inflation qui évidemment est mondiale, mais qui néanmoins aujourd'hui, on voit, elle avait déjà commencé avant et c'est ça qui est dangereux, c'est qu'il n'y a pas eu justement, d'accalmie. Il y a 2 chocs inflationnistes successifs. Alors, bien entendu, tout va dépendre de l'évolution des cours du pétrole. Donc, je vous ai fait un petit graphique sur le baril. Alors, je vous rappelle que on était monté à 130 le baril de Brent, donc au plus fort de la crise des matières premières qui a suivi donc la guerre, le début de la guerre Ukraine-Russie. On était monté à 150 si vous vous souvenez, en 2008, à l'été 2008, hein. Là, on est monté au plus haut pour l'instant à 120 hein, donc le 29 avril. Et ça va dépendre évidemment de ce qui va se passer, dans la guerre avec l'Iran, et surtout est-ce que, ça va durer ou pas? Parce que c'est ça le problème. Si ça s'arrête, bon, il y aura peut-être, on espère également une baisse des prix du pétrole, donc là, ça sera bien, mais ça prendra du temps à agir parce que on le sait déjà, il y a pas mal de pénuries, hein, donc même si on pour remettre, à flot, j'ai envie de dire, l'ensemble des sites pétroliers qui ont été affectés, notamment dans les pays, du Golfe, donc par des bombardements et cetera. Donc ça va prendre du temps. Donc on sait très bien qu'aujourd'hui, on n'aura pas une situation normale dans le meilleur des cas. C'est-à-dire si la guerre s'arrête demain, ça sera dans pas avant un an qu'on aura une situation qui va revenir à la normale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, les pays commencent à puiser dans leurs réserves et donc il va falloir également reconstituer les réserves. Pour l'instant, l'Europe, ça va pas trop mal, mais l'Asie, ça y est, ils sont déjà sur leurs réserves. Donc ça veut dire qu'ensuite, pour retrouver une situation des réserves normales, là aussi, ça pourrait prendre plus d'un an. Donc tu vois que, plus évidemment ce choc pétrolier va durer, plus les effets seront longs, hein, Mmh. et donc ça veut dire que malheureusement l'inflation va continuer d'augmenter, au moins jusqu'à la fin 2026. Voilà, donc on est entre guillemets «condamné à une forte inflation». Alors après évidemment, il y aura le contre-choc pétrolier, même si d'ailleurs, la guerre ne s'arrête pas puisque, quand on a un baril aussi cher, bah, ensuite il y a l'économie mondiale qui s'effondre, et ensuite donc il y a moins de demande de pétrole et donc les prix du pétrole baissent. Ce qu'on avait eu, en 2022 ou ce qu'on a eu également en 2008. Donc, il y aura forcément un contre-choc pétrolier, d'ici la fin de l'année parce qu'il y aura moins de demande de pétrole. Le problème, c'est qu'il faudrait pas qu'on passe par la case récession mondiale, on va en parler tout à l'heure. Sinon, évidemment, ce qu'on gagnera sur la baisse des prix du pétrole, on le perdra sur la baisse de l'activité. Donc voilà, pour le moment, on est autour donc des 110 aujourd'hui, on vous parle, mais c'est quand même très élevé, donc ça va encore avoir des effets sur l'inflation. Autre élément important, et ça, c'est quand même encore plus important peut-être que le pétrole, c'est l'indice CRB. Donc l'indice CRB, c'est toutes les matières premières confondues, donc qu'on consomme dans le monde, pondérées par leur poids dans la consommation mondiale. Donc là, c'est intéressant de voir la hausse. Alors ça s'est calmé un tout petit peu là, le 15 mai, mais bon, néanmoins, regardez bien, depuis le début de l'année, on a une hausse de 39,1% de l'indice CRB de toutes les matières premières. Encore une fois, c'est toutes les matières premières, donc pas seulement le pétrole. Et regardez bien, si vous comparez à l'augmentation, alors c'est vrai que par rapport à 2020, c'est sûr qu'en 2020, bon, ben, il y avait, la pandémie, donc évidemment les prix avaient complètement chuté, donc ensuite il y a eu une très forte hausse de 200. Mais si vous comparez au moment de la guerre en Ukraine, donc février, à juin 2022, donc le début de la guerre, et bien à l'époque, l'indice CRB avait augmenté de 23. Donc ça quand même, ça montre bien
qu'on pourrait quand même avoir une inflation peut-être pas plus forte qu'en 2022, puisqu'il y avait en 2022, il y avait également l'effet de la plan des planches à billets de 2021 et cetera. Mais quand même, il y aura quand même une inflation qui peut monter, qui peut aller plus loin que ce qu'on imaginait. Là, pour l'instant, je vous dis 4 en France, 5 aux États-Unis, on pourrait faire plus. Donc ça, c'est pas encore dans les marchés. Donc ça pourrait évidemment inquiéter, les investisseurs. Mais donc voilà, ça, il faut le savoir. Regardez, sur la courbe bleue, donc l'indice CRB, un plus haut depuis le 21 août 2008 quand même. C'est pas rien. Donc, c'était justement la dernière phase de quand le baril est monté à 150. Donc, c'est quand même un petit peu inquiétant parce que là, on n'est pas à 150 le baril. Donc, ça veut bien dire qu'il y a d'autres matières premières. On voit par exemple les cours du blé, hein, qui depuis le début de l'année, aux États-Unis, ont augmenté de 23. Ah oui, c'est mécanique. Si les engrais sont moins chers, même des fois, parfois, il y a des pénuries d'engrais, mais on ne peut pas, semer, comme on le souhaiterait. Et donc, on sait déjà que la récolte ne sera pas, aussi forte que qu'on aurait pu l'imaginer. Donc, il y aura, des tensions, hein, parce que c'est le principe de l'offre et la demande, hein. Si vous avez une demande qui est là et que l'offre n'est pas là, bah, évidemment, les prix ont tendance à augmenter. Donc, c'est ça qui est très dangereux. Donc, d'où effectivement la conséquence inflation, donc baisse du pouvoir d'achat, baisse de la croissance, mais surtout, s'il y a la forte inflation, ça va poser un problème pour les banques centrales. Et donc, c'est là où il y a deux, pour l'instant, deux discours différents. Le discours de la Banque centrale européenne, qui elle nous dit clairement qu'elle va monter les taux le 11 juin. Ah bon, elle fait exactement la même erreur qu'en 2008. Chez ceux qui s'en souviennent, j'avais même, à l'époque, créé un site que j'avais appelé stoptricher.com parce qu'ils voulaient monter les taux d'intérêt. Alors ça n'avait aucun sens parce que l'inflation, elle était liée à l'énergie. Ben là, il risque de faire la même erreur puisque, augmenter les taux d'intérêt, OK, mais ça ne servira à rien puisque, c'est pas en augmentant les taux d'intérêt qu'on va, faire baisser le prix du pétrole. Mais bon, donc, le problème, c'est encore une fois la crédibilité. Comme la Banque centrale européenne n'est pas crédible, qu'on a les taux d'intérêt à 2,15 sur le taux réfi, voilà, elle risque de les augmenter, ne serait-ce que, voilà, pour, montrer qu'elle est là, et qu'elle «vaille au grain» entre guillemets, mais ça ne changera rien sur l'inflation. Donc c'est ça qui est dangereux, c'est qu'après, il y a ce cercle pernicieux d'augmentation des taux d'intérêt, ça veut dire moins d'activité économique, donc chômage et cetera, on en parle tout à l'heure. Donc ça, c'est, particulièrement dangereux. Alors, changement de discours aux États-Unis, pour le moment, donc on a changé de président de la Réserve fédérale comme vous le savez, mais le discours est plutôt accommodant. Oui, c'est-à-dire que malgré une inflation qui est montée, donc on l'a vu tout à l'heure, à 3,8 donc au mois d'avril et qui va, je pense, atteindre 5 assez rapidement. Pour l'instant, la Réserve fédérale dit: «Bon», elle a les taux d'intérêt à 3,75, donc c'est plus élevé que chez nous certes, mais elle dit: «Bon, pour l'instant, je ne fais rien». Donc, ni à la hausse ni à la baisse, je ne fais rien parce que, globalement, justement, c'est pas lié à la politique, monétaire, c'est pas lié à la demande intérieure américaine. Donc elle joue, elle temporise, comme je l'écris là et donc c'est ce qui pourrait rassurer un petit peu. Mais le problème, c'est que attention, parce que si, l'inflation continue d'augmenter trop fortement, il y aura aussi un problème de crédibilité sur la politique de la Réserve fédérale et donc on l'a vu ces derniers jours, le taux de 10 ans américain, on en parlait tout à l'heure, qui a fortement augmenté. Donc c'est ça qui pourrait évidemment, faire en sorte que les banques centrales soit obligé d'augmenter les taux d'intérêt, ne serait-ce que pour calmer un petit peu les inquiétudes sur les perspectives d'inflation. Mais voilà, on a un nouveau choc pétrolier, un nouveau choc inflationniste qui malheureusement va durer au moins jusqu'à l'automne prochain. Voilà donc on Oui, peut dire sur ce premier thème, lié à l'inflation. Est-ce qu'il y a des oui. questions sur ça, Antoine? Non, pour l'instant, il y a pas de questions. Après, il y a une question sur une gestion de portefeuille en matières premières, ce qui serait intéressant d'avoir quelques matières premières dans son portefeuille. Donc Oui. effectivement, lorsqu'on voit qu'il y a une hausse, généralisée des matières premières, c'est toujours intéressant de diversifier son portefeuille vers soit des actifs, directs corrélés aux matières premières ou des actions, qui sont là-dedans, oui. Alors attention quand même, parce qu'on a quand même, comme je l'évoquais, un mouvement quand même qui est assez spéculatif, hein. Si Mmh. demain, effectivement, on l'espère tous, le conflit, s'arrête, et qu'on a une pacification de l'activité, alors à ce moment-là, bah, il y aura plus, je dirais les prix des matières premières peuvent partir très fortement à la baisse. Donc voilà, moi j'ai toujours, sur les matières premières, hein, je me souviens quand le baril était à 150 à l'époque en 2008, hein, où il y avait j'avais beaucoup de clients du monde qui achetaient du pétrole, qui voulaient acheter à terme du pétrole. Parce que tout le monde disait: «Oui, il va monter à 200-250 $». Et moi, j'avais dit à l'époque: «Non, ça n'a pas de sens, que s'il dépasse 150 ça va casser l'activité économique et après il va baisser». Donc certains m'ont écouté, donc tant mieux, parce qu'effectivement 6 mois plus tard, le baril est à 36 $. Donc oui, ça peut aller très vite sur le marché première, on l'a vu, hein, Ouais, dernièrement, donc ça peut aller voilà. très vite à la hausse comme à la Je pense baisse. qu'il faut Donc il faut quand même rester extrêmement prudent, surtout pour ceux qui doivent acheter des matières premières. mmh, Donc à faut la faut rigueur, vous pouvez vous couvrir si vous voulez, mais moi je pense qu'il y a quand même la probabilité d'une baisse des cours des matières premières d'ici la fin de l'année est forte. Parce qu'au-delà de l'enjeu, guerrier, au-delà de l'enjeu du Moyen-Orient, on a quand même un ralentissement de la croissance mondiale, on va en parler maintenant justement, qui va faire baisser les prix du pétrole.
Oui, alors je pense qu'il faut bien différencier les matières premières, puisqu'il y a les matières premières énergétiques. Effectivement, avec un prix du pétrole au-dessus des 100 $, il pourrait avoir un pic, comme tu le disais, à 150, mais c'est peu probable que ça tienne. En revanche, quand on regarde les matières premières les ferreux, type cuivre, zinc, aluminium, on voit que ces matières premières sont dans un trade haussier plutôt moyen long terme. Et ça, effectivement, ça serait plus intéressant potentiellement d'avoir en portefeuille, puisque ça joue la thématique IA, et cetera. Ouais, non, mais ce que j'évoquais, c'est-à-dire qu'en fait, ça va, bien entendu, avoir des conséquences, sur le plus long terme. La hausse des Mmh. cours du pétrole, il y aura des effets, diffus dans le temps. Moi, j'ai une question qui vient d'apparaître là sur l'euro-dollar, évidemment, donc l'euro dans ce contexte, c'est vrai que si, comme il y a toujours un écart de taux à l'avantage évidemment du dollar, donc c'est plutôt en faveur du dollar, mais la grande crainte, la clé, ça sera quand même la croissance économique. Moi, ma grande crainte, c'est justement une crise économique dans la zone euro, on va en parler, donc qui pourrait finalement refaire baisser l'euro. Donc je maintiens mon scénario de baisse de l'euro. C'est vrai que là, en fonction des déclarations de Donald Trump, c'est tantôt le dollar qui baisse, tantôt l'euro, voilà, mais globalement, je pense que le vrai risque, hein, pour les prochains mois, voire pour 2027, c'est quand même une baisse de l'euro. Il y a beaucoup de dangers, voilà, économiques, politiques également. Il y aura les élections en France en 2027. On voit quand même que, voilà, on va en parler tout à l'heure, il y a des partis qui osent nous dire aujourd'hui, bah, il faut supprimer la dette. Tu vois, donc bon, même s'ils n'arriveront pas au pouvoir, mais quand même, ça fait un petit peu froid dans le dos. Mais toujours est-il que, il y a quand même beaucoup de risques, hein, sur la zone euro, dans les prochains mois. Évidemment, il y en a aussi aux États-Unis, mais voilà, les États-Unis, malgré tout, ils ont, l'indépendance énergétique, et ils ont toujours une croissance qui résiste. Donc je pense que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à se dire: «C'est les Américains qui vont s'effondrer», mais comme d'habitude, malheureusement, c'est la zone euro qui va être le dindon de la farce. Et justement, c'est ce qu'on va voir maintenant. Mmh. On va parler de la croissance, mondiale, donc justement de 2026. Et donc là, on voit bien on a eu donc c'est la bonne surprise, je dirais du mois dernier, hein, donc c'est qu'on a eu donc là ça vient de sortir, hein, il y a 15 jours, les chiffres donc de l'indicateur composite monde et petite amélioration. On voit on est à 51,8, hein, je rappelle l'enquête des directeurs d'achat, il y a une barre à 50, au-dessus c'est la croissance, en deçà c'est la baisse de l'activité. Donc pour l'instant, ça résiste, mais c'est pas l'euphorie. Ça veut dire c'est une croissance comprise entre 1,5 et 2. Donc voilà, ça c'est la croissance mondiale. Donc c'est on verra tout à l'heure le chiffre exact, mais effectivement, on sera entre 1,5 et 2 cette année, ce qui est pas dramatique, mais c'est quand même une très mauvaise performance par rapport à l'évolution, historique, hein. Je te rappelle qu'on a à peu près 3,5 de croissance mondiale, évidemment hors inflation, donc tous les ans depuis les années 80 en moyenne. Donc là, 1,8, c'est la plus mauvaise performance depuis 2009, tu vois? Alors, si on regarde les secteurs d'achat justement pays par pays, donc ce sont les slides suivants. D'abord, voilà, il y a toujours l'Inde qui résiste bien, donc qui pour l'instant tire quand même pas mal son épingle du jeu. Donc Singapour également qui s'améliore, ça c'est un élément important parce que Singapour c'est quand même une plaque tournante entre guillemets du commerce mondial. Donc c'est plutôt positif évidemment qu'on ait cette croissance qui est là. Puis bon, la Chine, alors c'est vrai que ce matin on a eu des très mauvais chiffres, notamment sur les ventes au détail. La production ça résiste, mais c'est quand même en ralentissement. Donc ça montre bien que l'état de la Chine aujourd'hui, bah, la demande intérieure c'est très très compliqué. Par contre, elle continue d'exporter, hein, jusqu'à présent, mais il ne faudrait pas que le commerce mondial ralentisse trop fortement, sinon ça va s'effondrer. Mais pour l'instant, la Chine, on le voit 53,8, 53,1, ça résiste. Pareil pour le Royaume-Uni, il y a également eu des aides qui ont été données. Bon, on voit qu'il y a maintenant une crise politique qui arrive au Royaume-Uni, donc ça pourrait s'inverser. Le Japon, c'est aussi assez inquiétant parce que, enfin, c'est intéressant, je veux dire, puisque le Japon, justement, dépend pas mal du pétrole des pays du Golfe. Pourtant, ça résiste bien, ça a un peu ralenti, mais toujours bon. Et là, on voit bien le Brésil, hein, qui a retrouvé la croissance. Effet matières premières, donc les pays qui produisent des matières premières, là aussi, ils ont des avantages. Émirats arabes unis également, ça résiste pas trop mal. Donc on retrouve sur le slide suivant, donc le monde 51,8. Donc là déjà, on se rapproche de la stagnation. États-Unis 51,7. Voilà, Afrique du Sud, Arabie Saoudite, Irlande, Italie. Et là, juste à la frontière, avec la baisse de l'activité, et puis l'Australie. Et puis donc, baisse de l'activité sur le graphique suivant, enfin le tableau suivant. Voilà, donc le Canada, matières premières, voilà, ça s'améliore un peu, mais c'est toujours en zone de récession. La Russie, toujours sous la barre des 50. Et puis voilà, la zone euro, 48,8. Regardez bien l'Espagne, très intéressant l'Espagne, parce que justement, certains nous disent, regardons l'Espagne, tout va bien, etc. Ils ont aidé en baissant certaines charges. Attention, l'Espagne a mangé son pain blanc, parce que justement, ils ont fait des efforts après la crise de 2012, 2012-2015, et aujourd'hui, le gouvernement actuel en a profité pour lâcher n'importe comment les deniers publics, et hop, ça repart à la baisse. Donc ça a bien la confirmation qu'en lâchant les, les dépenses publiques, Mmh. c'est pas une garantie pour faire de la croissance. C'est ce qu'on voit en Espagne. L'Allemagne, toujours 48,4. Et
malheureusement, voilà. La France, on va faire un petit volet France rapide, la France qui effectivement est redevenue la lanterne rouge de l'économie mondiale. Si on regarde les indicateurs des directeurs d'achat, voilà, c'est quand même, particulièrement triste, et donc petit, focus sur la France quand même parce que bon, c'est important d'en parler. Voilà, sur le graphique suivant, je vous ai montré les faillites d'entreprises parce que c'est vrai que j'ai fait hier dans le JDD un article, mais j'en parle partout parce qu'on me dit: «Oui, le JDD c'est orienté», pas du tout. Moi, j'en parle, tous ceux qui me demandent, sur toutes les chaînes BFM et cetera ou autres, j'en ai parlé en disant: «Voilà, il y a des chiffres qui sont très mauvais, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres officiels». Et le même jour, donc hier en l'occurrence, dans un autre journal, le ministre de l'économie a dit: «Mais non, mais tout va bien». Donc, ce déni de réalité, évidemment, est assez incroyable. Mais bon, voilà, je ne fais que donner des chiffres. Vous voyez, là, en l'occurrence, la Banque de France, donc on a atteint des sommets, historiques, donc de faillite, quasiment 70 000 au niveau global. Mais bon, comme il y a beaucoup de, micro-entreprises avec zéro ou un salarié, on sait que 96 des entreprises françaises ont entre 0 et un salarié, donc, voilà, c'est des micro-entreprises. Donc c'est pourquoi je retraite, ces faillites avec donc hors micro-entreprise et regardez bien, c'est incroyable. Donc depuis 2017, on a créé, donc, hors micro-entreprise 60 donc de hausse des entreprises, mais les faillites ont augmenté de 103,7. Vous voyez, on est 7,5 au-dessus du sommet de septembre 2009. Ça fait vraiment mal. Ça, c'est vraiment évidemment, une claque, qu'on prend parce que derrière les entreprises, évidemment, il y a des salariés. Il y a donc du chômage qui augmente et alors, regardez bien encore plus grave, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ce sont ici les faillites d'entreprises, donc ce qu'on appelle les ETI, donc entreprises de taille intermédiaire et les grandes entreprises. Bah oui, c'est des entreprises qui justement ont une dynamique. Regardez bien ce chiffre. Donc il y en a 68. Donc on dit bon, 68 ça va. Mais oui, mais sur un an. Mais c'est un record historique. Vous voyez, on est 19,3% au-dessus du sommet de novembre 2009, qui était justement la récession de 2009. Regarde bien depuis 2017, tout le monde se disant, on dit oui, on a fait une politique de l'offre. 162 de hausse des faillites des grandes entreprises, des ETI. C'est pas des micro-entreprises là, tu vois? Donc derrière, c'est quoi? C'est des milliers d'emplois qui sont concernés. Tu vois? Donc c'est ça qui aujourd'hui est très inquiétant et si on regarde les perspectives d'activité, donc l'indice INSEE du climat des affaires, voilà, ben, voilà, c'est clair, ça baisse. Donc je ne reviens pas sur le PIB, on a fait 0, même -0,01. Hors stock, on a fait -0,8, donc baisse du PIB français au premier trimestre et regarde bien les perspectives, encore une fois, ces chiffres INSEE, je n'invente rien. Voilà, ça s'effondre, un plus bas depuis 2021, donc ça voudrait dire qu'on pourrait avoir une baisse du PIB d'au moins 2. Après quelques graphiques pour voir secteur par secteur, regarde, ça c'est ici les services, un plus bas depuis avril 2015, hors évidemment Covid. Graphique suivant, ça c'est l'industrie, les perspectives d'activité dans l'industrie. En disant on va réindustrialiser la France, hein, c'était évidemment de l'arnaque. Plus bas depuis novembre 2014, tu imagines, hein? Et regarde bien, dernier graphique, les perspectives donc d'activité dans le commerce de détail, donc la consommation pour faire simple. Là aussi, un plus bas depuis novembre 2014 hors Covid. Je sais pas si on se rend compte de ce qui est en train de se passer. C'est évidemment extrêmement grave. Donc quand évidemment le ministre de l'économie lui dit: «Non mais non mais tout va bien, hein, on fait face», voilà. Ce déni, voire ce mépris devient insupportable. Ça c'est très dangereux de faire ça parce que derrière, évidemment, les Français qui au quotidien, vivent ça, ils risquent de craquer. Donc attention, ça peut être très dangereux et puis donc ça, c'est le dernier élément qui vient de sortir, hein, c'était la semaine dernière donc le chômage. Le chômage qui est reparti donc en forte hausse, 8,1. Donc c'est un plus haut depuis le premier trimestre 2021 et c'est une là, on a fait une hausse de 0,7 points, sur un an. C'est la plus forte hausse depuis 2013 hors Covid. Tu vois? Donc ça, c'est la courbe bleue, ce qu'on appelle le chômage, au sens du Bureau international du travail mais si on prend tous les chômeurs, toutes catégories, tu vois qu'on est à 16,9 de taux de chômage au premier trimestre 2026. Chiffre de l'INSEE, hein, je n'invente que toi, donc c'est pas la Banque de France, c'est chiffre de l'INSEE effectivement. Donc voilà la situation de l'économie française. Alors, en termes de prévision, très rapidement, regardez ce que ça donne. Donc, au niveau mondial, on est sur une croissance de 1,8. Avec plaisir, Victor. Victor me félicite, merci beaucoup. Je vois les remarques en même temps. Donc, voilà, 1,8 de croissance en 2026. Ça, c'est la croissance mondiale, évidemment, hors inflation. Donc, c'est le plus bas niveau depuis 2009, hors Covid, évidemment. Donc, ça reste quand même assez mauvais. Et donc, si, encore une fois, tout va bien. Pris pays par pays, voilà ce que ça donne. 1,8 aux États-Unis, ça ralentit, mais bon, ça reste encore proche des 2. Par contre, chez nous, 0,5 dans la zone euro, 0,4 en Allemagne et en France, dans le meilleur des cas,
0,5 en Italie, 0,7 au Royaume-Uni, c'est un petit peu mieux. Et pour, les pays, voilà, notamment, d'Asie, le slide suivant, sur la Chine, on est, tu vois, à 4, donc ça ralentit la Chine. À 4, pour eux, c'est pas bon du tout, hein. Pour nous, ça serait Mmh. formidable, mais pour eux, c'est pas, ça ne permet pas d'améliorer le niveau de vie global, donc c'est très, très mauvais, c'est très dangereux pour la demande intérieure. Inde, 6, de croissance, ça ralentit également. Le Japon, ça reste à 0,9, Russie, Canada 0,5, Suisse 1 et donc au niveau mondial 1,8. Donc voilà ce qu'on peut dire sur l'état de la croissance mondiale. Donc c'est quand même un Ouais. net ralentissement, qui est là. C'est pas la Bérésina, mais il faut espérer que cette guerre s'arrête vite et avec une pacification ensuite de la région pour qu'on puisse, enfin peut-être retrouver un petit peu, une dynamique fin d'année, surtout en 2027. Sinon ça, plus ça durera longtemps, plus le redémarrage sera long à se mettre en place parce qu'il va falloir, rééquiper, refaire les stocks et cetera. Donc ça va prendre évidemment du temps. Donc Alors voilà. justement, j'ai une question, de Pietro concernant, justement les faillites, hein, parce que c'est vrai que ce slide, je vais le remontrer d'ailleurs, c'est le slide sur les faillites d'entreprises est assez, inquiétant. Donc est-ce que ça pourrait s'inverser ces faillites d'entreprise ou alors parce que le climat Si tu veux, devient anxiogène? voilà, faute de combattants, le combat c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, si une fois que toutes les entreprises ont disparu, oui, il y aura forcément ça va s'arrêter. Mmh. Mais bon, le problème c'est qu'heureusement, il en reste encore et puis surtout, vous savez, les crises sont des phases d'opportunité, donc certaines, celles qui restent, elles vont rafler la mise de celles qui disparaissent. Le problème, c'est qu'il y a des effets d'entraînement, si tu veux, c'est comme le virus, c'est comme un virus si tu veux, parce que bon, on a voulu nous faire le coup la semaine dernière du virus, heureusement Oui. ça s'est arrêté là. Mais c'est vrai que, voilà, parce qu'une entreprise qui fait faillite, qu'est-ce qui se passe ensuite? Bah, elle a des clients, si tu veux, elle avait des fournisseurs. Et donc les fournisseurs qui pensaient être payés, eux, le fournisseur va très bien. Mais Mmh. comme son client, bah, a fait faillite, bah, il ne va pas être payé. Donc lui aussi, ça va entraîner, si tu veux, d'autres faillites. Et c'est ça qui est très dangereux. Et donc, quand on a des grandes entreprises qui font faillite ou des ETI, il y a beaucoup de sous-traitants derrière, si tu veux. Et c'est ça qui peut faire très très mal, si tu veux, à l'activité globale. Donc c'est pourquoi je ne vais pas vous mentir. Oui, j'aimerais vous dire que tout va s'arranger, mais tant qu'on n'a pas vraiment une économie française qui redémarre, donc pas avant 2027, bah, ça Mmh. va continuer. C'est inévitable. Alors, peut-être qu'on va, comme on est déjà sur des sommets historiques, on va peut-être être encore pas des sommets, peut-être pas éternellement, ça va peut-être se calmer un petit peu. Mais malheureusement, on va rester sur des niveaux très élevés de faillite d'entreprise. Et donc, derrière, le problème, c'est que derrière les faillites d'entreprise, bien sûr, il y a les chefs d'entreprise donc qui, voilà, bah, ils mettent la clé sous la porte, donc c'est compliqué pour eux, mais il y a surtout également les salariés, qui vont aller au chômage. Et donc après, c'est l'effet d'entraînement, parce que s'il n'y a pas d'emploi derrière, le chômage qui augmente, moins de consommation, tu vois, moins Mmh. d'investissement, c'est le cercle pernicieux. Est-ce Avec que en plus, si tu veux, on le a une c'est idée des secteurs qui sont le plus touchés ou pas? oui, tout à fait. Alors malheureusement, tous les secteurs sont concernés. Mmh. Le secteur qui est le plus concerné, c'est la construction. Et la construction D'accord. malheureusement. Le secteur immobilier également est très touché, mais également, ça va te surprendre peut-être, l'hôtellerie. Alors je Mmh. sais qu'on nous dit que maintenant que Céline Dion va faire des concerts, en France, tout va bien se passer sur le tourisme, ça suffira pas. Ouais. C'est-à-dire que on voit que l'hôtellerie, le tourisme, la restauration, c'est en train de baisser très fortement, tu vois? Mmh. Et donc ça, c'est quand même dangereux. D'accord. Tu vois? C'est-à-dire que c'est des secteurs, hein, comme on dit: «Quand le bâtiment va, tout va», donc quand il ne va pas, évidemment, rien ne va plus. Donc c'est le danger, c'est des secteurs, qui ont un impact, diffus sur l'ensemble, de l'économie. Mais il y a aussi un secteur qui souffre, c'est le service aux entreprises, par exemple, tu vois? Donc là, évidemment, les entreprises, elles réduisent, voilà, le marketing et cetera, la pub et autres. Ça, c'est quand même un petit peu dangereux. Mmh. OK, Alors merci Marc, on a répondu aux questions. Là, on va pouvoir ouais. enchaîner, avec ta dernière partie pour toi, donc c'est dette publique et taux d'intérêt. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que sur ça, si tu veux, ce que j'ai mis dans mon article hier, j'ai cerise empoisonnée sur un gâteau à l'arsenic, si tu veux, c'est qu'effectivement, on a en plus les taux d'intérêt qui augmentent. Mmh. Alors, ce matin, on a failli toucher les 4, on est monté à 3,99, hein, sur le taux 10 ans français. Sur le taux américain, on le voit ici, on a déjà dépassé les 4,50 sur le taux 10 ans. Donc voilà, on avait atteint des niveaux plus élevés en 2023-2024, mais quand même, hein, on est à 4,6 quasiment là sur le taux 10 ans. C'est un petit peu calmé aujourd'hui, mais tout de même, heu, on voit bien le spread, hein, l'écart de taux qu'il y a entre le taux donc de la réserve fédérale, la courbe bleue sur le graphique d'avant, et la D'accord. courbe rouge, c'est-à-dire le taux 10 ans. Donc bon, il y a une courbe des taux normale, va-t-on dire, mais ça veut bien dire qu'il y a quand même des risques sur l'inflation, de demain. Donc ça, évidemment, c'est dangereux pour le financement de l'économie, parce qu'ensuite, il y a un risque de répercussion sur tous les crédits. Si on arrive maintenant à ce qui se passe en France, voilà, donc le 15 mai, donc c'est le graphique suivant, on a atteint 3,97. Ce matin, ça a duré quelques secondes, 3,99 sur le taux 10 ans français. Donc c'est quand même des plus hauts, tu le vois ici, hein, depuis juin 2009.
Et après évidemment on peut aller très vite, hein. Une fois qu'on va passer les 4 on peut très vite monter à 4,50, hein. Donc là évidemment, c'est un coût énorme pour, l'ensemble des ménages, heu, puisque, ça se répercute sur tous les crédits. Les crédits à la consommation, les crédits à l'immobilier, évidemment les crédits aux entreprises, donc l'investissement, donc c'est-à-dire baisse de l'emploi également. Et sur le taux 30 ans, regardez bien, donc là, chiffre de ce matin aujourd'hui, on est monté à 4,60 là aussi, donc c'est un plus haut depuis, octobre 2008. Je sais pas si on se rend compte, hein, donc là, on est au même niveau que le 1er juin 2009 et après il faut remonter au 16 octobre 2008 pour trouver un niveau plus élevé. Donc il y a bien, comment dire, un stress, hein, sur les marchés obligataires. Les investisseurs également sont inquiets et on le comprend bien entendu. Alors pour l'instant, c'est vrai que, Moody's n'a pas voulu dégrader la note de la France. On est toujours double A-. Ouais, excusez-moi l'expression, mais ils ne font pas leur boulot, hein, ils doivent vraiment dégrader, mais on a l'habitude, hein, pendant la crise de subprime, quelques semaines avant que ça n'explose, ils gouvernaient encore triple A, les dettes subprime, hein, comme vous le savez. Donc on a l'habitude, hein, ils arrivent comme la cavalerie après la bataille, mais c'est clair qu'aujourd'hui, la France ne mérite pas son double A-. À mon avis, on mérite A-, si tu veux, simple A-. Donc même Fitch, on n'est pas encore à ce niveau-là. Donc c'est ça qui aujourd'hui est inquiétant. Et alors après, il y a un effet, bon, je vous rappelle que 56% de notre dette est détenue par des investisseurs étrangers. Donc évidemment, bah, s'ils viennent moins demain et avec ce qui se passe dans le Golfe aussi, ça pourrait jouer, hein. Il y a beaucoup de pays du Golfe qui achètent notre dette. Peut-être demain, ils vont être, occupés à reconstruire, il y a des milliards de dollars qu'il va falloir être réinvestis, pour justement refaire les installations pétrolières. Donc voilà, ils auront moins d'argent pour investir chez nous également. Plus ce mouvement de défiance. D'ailleurs, je te rappelle qu'aujourd'hui, hein, et d'ailleurs depuis ça fait 3-4 jours que ça dure, le taux français est supérieur au taux d'intérêt italien. Bon, grec, ça fait déjà longtemps, portugais également. Donc ça montre bien qu'il y a un stress sur la France. Mmh. Plus une crise politique qui risque d'arriver assez rapidement. Donc voilà, je pense que ça peut quand même jouer et donc derrière, il y a un impact, voilà, c'est ce que j'écris là, avec donc ce cercle pernicieux, forte inflation plus hausse des taux d'intérêt, donc aggravation de la récession et du chômage, nouvelle phase d'augmentation des déficits et de la dette, parce que là, évidemment, on va avoir un déficit qui va se creuser, dégradation de la note de la France, voilà, et nouvelle hausse des taux d'intérêt. Donc tu vois, c'est le cercle pernicieux et après, bien sûr, ça va se répercuter à l'ensemble, je dirais, de la zone euro, avec donc une crise existentielle de la zone euro qui pourrait là aussi se produire assez rapidement. Donc voilà, donc nous sommes malheureusement en danger. Alors je faisais un petit slide juste pour terminer sur l'État français parce que justement certains me disent, bon alors, est-ce que vous pensez qu'on va pas peut-être, on ne pourrait pas annuler notre dette? Bon, ok, pourquoi pas? Je vous rappelle que l'État français est en faillite. C'est-à-dire que techniquement, on est en faillite. Comment on dit qu'un État est en faillite? Quand son actif net est négatif. Ça veut dire que si on vend tous ses actifs, on ne rembourse pas la dette. C'est ça la définition de la faillite, si vous voulez. Alors, c'est technique, mais c'est une définition. Donc aujourd'hui, si vous prenez la dette publique française totale, c'est-à-dire avec le hors bilan, c'est notamment le paiement des retraites des fonctionnaires, on est à 7 500 milliards d'euros donc de dettes, moins 4 500 milliards d'euros d'actifs de toute la puissance publique. Voilà, il manque 3 000 milliards. Voilà, c'est pas compliqué. Donc oui, malheureusement, nous sommes en faillite. L'État français est en faillite. Alors on nous dit oui, mais il y a l'épargne des ménages. Ouais, attendez, l'épargne c'est privé, donc on va pas commencer à s'amuser. Là, on parle de la dette publique, on va pas commencer à s'amuser à ponctionner encore l'épargne, même si elle est en danger. Et ça serait évidemment une spoliation. Comme je l'écris là, on n'est pas dans un pays communiste, enfin, pas encore du moins. Alors, je vous ai mis quelques éléments saillants pour finir rapidement sur la dette de la sécurité sociale. C'est au moins 20 milliards, voire peut-être même 25 milliards d'euros cette année. Donc attention, la Cour des comptes avait dit un risque de défaut de la sécurité sociale en France en 2027, ça veut dire demain. Les PGE également, ça veut dire les prêts garantis par l'État. Alors, c'est vrai qu'une grande partie a été remboursée, mais il manque encore 28 milliards à rembourser. Et on risque, parce que c'est 2026 la deadline, hein, sur le slide suivant. Et donc, ça veut dire que ça pourrait coûter 22 milliards à l'État français. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, voilà, la dette publique va évidemment encore augmenter très rapidement. Je pense que malheureusement, sur le slide suivant, dans quelques années, nous allons être numéro un en termes de ratio dette publique sur PIB. On sera devant la Grèce, devant l'Italie à 130 voire 140% du PIB. Donc le drame sur le fiction, je vous l'ai montré, c'est que depuis 2007, la dette publique française, sur le slide suivant, on le voit Antoine, hausse de la dette publique française 178%, alors que sur la même période, le PIB en valeur, c'est-à-dire la richesse qu'on crée augmentée de l'inflation, a augmenté de 59%. Voilà. Du simple au triple. Ça, ce n'est plus tenable. C'est une véritable catastrophe. Le même graphique, regarde bien en Allemagne, c'est le slide suivant, eh bien, on a fait une dette publique qui a augmenté de 72,7% donc en Allemagne, donc 100 points de moins qu'en France, quand même, c'est énorme. Mais dans le même temps, le PIB en valeur a augmenté de 80%. Donc là, ça passe. Quand ta dette augmente moins que ton PIB, ça passe.
Et nous, comme nous, évidemment, c'est pas le cas, c'est plus le cas et ça a d'ailleurs jamais été le cas, donc c'est une catastrophe et le fait est que comme la hausse des taux d'intérêt est là, eh bien, ça nous coûte de plus en plus cher. Regardez bien la charge d'intérêt de la dette, graphique suivant, 65 milliards d'euros l'année dernière, à peu près 70 à 75 milliards d'euros cette année et bientôt 100 milliards d'euros par an. Ça, c'est les projections de Bercy, donc très optimiste, ce qui veut dire qu'on pourrait avoir, à peu près 1 000 milliards d'euros de charges d'intérêt de la dette en 15 ans. Tu te rends compte? 1 000 milliards d'euros jetés par les fenêtres. Voilà le coût de la dette et ceux qui disent: «Oui, on va supprimer la dette», alors déjà, on n'a pas le droit de le faire parce qu'évidemment, on dit: «Oui, mais c'est à la BCE, on supprimera la dette de la BCE». Mais si on fait ça, évidemment, c'est la fin de la zone euro puisque les Allemands vont pas accepter et cetera, donc ça pourrait être très, très compliqué et surtout, le pays qui va oser faire ça, c'est un fusil à un coup. Une fois qu'il a fait ça, il est complètement décrédibilisé et donc après, il ne pourra plus jamais s'endetter. Donc ça va générer un effondrement, de son économie. Je vous ai mis quelques exemples pour terminer, tu vois, sur, sur les pays qui ont fait ça, sur le slide suivant. Voilà, vous l'aurez tranquillement si vous regardez la tête reposée, Mmh. sur le slide suivant. Voilà, tu vois ici, voilà, tous les pays qui ont fait ça. Le dernier, c'est la Grèce, mais ça a marché, mais bon, c à quel prix? Et le dernier vraiment, c'est le Venezuela, et en 4 ans, le PIB vénézuélien, donc hors inflation, a chuté de 66. Voilà, dernier petit slide pour vous montrer sur la Grèce que malheureusement là aussi, eh bien, la Grèce, malgré que ça redémarre aujourd'hui, et tant mieux, on les félicite, bravo à eux, même s'ils sont en train de rembourser par anticipation leurs dettes, eh bien, le PIB actuel est encore 14 inférieur au niveau de 2008. Imagine-toi le drame pour nos amis grecs. Et donc, ce qui veut dire que si jamais ça arrive en France, t'imagines la Bérésina. Donc, ce qui veut dire que pour l'instant, et pour terminer, avant de laisser la place à Antoine sur les marchés boursiers, l'or qui a un petit peu baissé, on l'a vu, là on est à 4 500 dollars l'once à peu près, alors qu'on était à 5 400 il y a le 28 janvier, c'était un sommet historique, d'ailleurs c'était un petit peu élevé. Je pense que l'or a quand même, même s'il va baisser ou s'il baisse un petit peu encore, il a quand même de beaux jours devant lui, sachant qu'avec cette crise de la zone euro, l'or pourra repartir évidemment à la hausse. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire sur les enjeux économiques pour Mmh. 2026. Et maintenant donc Voilà. à Antoine Ouais. sur les marchés boursiers. Et oui, oui, alors on me dit que certains slides sont passés un peu vite, mais vous inquiétez pas, on va vous les renvoyer et surtout Oui, oui, on bien vous sûr, envoie bien le sûr. replay, on vous envoie le replay du webinaire sans Oui, problème. c'est parce qu'on veut rester dans les temps, parce que j'ai pas envie, Voilà. oui, c'est un peu trop long et cetera. On reste dans les temps, voilà, pour, pas Mmh. dépasser les 1 heure. Mais évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas et je vous répondrai avec grand plaisir. Voilà, alors quid des marchés boursiers, effectivement, on conclut, eh bien, quasiment, enfin, on arrive quasiment à la fin du 1er semestre, hein. Il nous reste encore un mois, un bon mois, mais ce qu'on peut dire, c'est que justement, c'est, donc Wall Street, volatilité et semi-conducteurs, c'est, vraiment les 3 les grands thèmes de ce 1er trimestre et au-delà. C'est-à-dire que, il y a un paradoxe qui se crée finalement. C'est-à-dire que la volatilité continue de grimper, l'inflation repart en trombe, hein, on en a parlé, Marc, et les taux aussi, on en a parlé, se tendent. Mais malgré cela, eh bien, Wall Street continue de surperformer, porté par des bénéfices d'entreprise et surtout une euphorie, autour de l'intelligence artificielle et des semi-conducteurs, je vais y revenir. Alors, donc Wall Street, c'est le grand gagnant du choc géopolitique puisque, le S&P 500, donc c'est l'indice, un des 500 plus grosses valorisations, américaines, eh bien, a fait son meilleur mois depuis novembre 2020, hein. Donc c'est, le mois où on nous a annoncé les vaccins, hein, d'ailleurs, en 2020 et donc on a un mois à 10 de hausse pour, le S&P 500, donc c'est considérable. Alors, c'est effectivement une hausse qui est très concentrée sur les semi-conducteurs, donc qui captent essentiellement les flux, liés à l'intelligence artificielle. Donc on va avoir alors il n'y a plus uniquement Nvidia qui progresse, mais tout ce qui est lié au finalement à l'IA et aux puces. Donc c'est les mémoires, les CPU, hein, donc c'est les processeurs, les équipementiers, infrastructures et donc on va justement, je vous ai mis, finalement les 6 sociétés qui avait le plus progressé, lors du premier, enfin, lors de ces 5 premiers mois. Intel, donc c'est la plus forte hausse, hein, Intel, donc ça, c'est vrai que c'est assez surprenant parce que c'était une société qui était un peu à l'abandon et alors il faut voir aussi, que, c'est aussi parce qu'il y a l'État américain, hein, qui est rentré dans le capital, hein, il y a l'État américain qui a pris 10 d'Intel, donc est-ce qu'il faut y voir
un lien de cause à effet, très probablement. Mais, donc on a une hausse de 200 hein, d'Intel. AMD, donc c'est le grand concurrent, d'NVIDIA, AMD, hein, celui qui fait aussi des puces GPU, qui a que 10 de part de marché, mondiale, mais, AMD prend 93 depuis le début de l'année. On a Micron, Micron Technology. Alors, Micron fait de la mémoire, hein, de la mémoire donc sur, donc gros besoin en IA, donc on a Micron qui prend 140 SanDisk aussi 143 Broadcom, aussi qui est devenu, d'ailleurs, la 7e valorisation, mondiale, plus de 1 400 milliards. Ça vaut Broadcom aujourd'hui et pour terminer, Marvell Technologies qui prend 98. Voilà, donc ça, c'est des sociétés que vous pourrez aller checker, hein, qu'on a évidemment sur eToro, qui est donc sont dans un énorme train de boule. Donc attention toutefois, parce que bien évidemment, c'est des sociétés qui sont peut-être, dans une bulle. Donc attention, toutefois à ces valeurs. Alors justement, ce qu'on en parlait tout à l'heure, pour le prochain mouvement, de taux, sera la BCE l'a annoncé, donc une hausse et pour, les États-Unis, quand on regarde quand même l'inflation qui est à 3,8 donc au mois d'avril, inflation sous-jacente à plus 2,8. Donc c'est, très loin des objectifs de la Fed, hein, qui sont à 2 pour rappel. L'énergie explique à 40 la hausse mensuelle, donc c'est un choc pétrolier qui complique la trajectoire de la Fed et donc du coup, ce qu'on peut voir, c'est, quand on regarde le prochain mouvement pricé par le CME FedWatch Tool, hein, donc c'est les estimations, hein, du marché, pour, les prochains mouvements de taux d'intérêt. Eh bien, on voit que alors sur les prochaines réunions, vous avez à gauche, première colonne, toutes les réunions, les prochaines réunions de la Fed. Donc on voit qu'à 99 par exemple, le 17 juin, à 99 ça restera un statu quo. Le statu quo est pricé jusqu'au 27 janvier 2027, mais en 17 mars 2027, eh bien, on a le prochain mouvement qui est pricé, c'est une hausse de taux à 40. Donc on voit bien que, eh bien, le marché ne price plus du tout de baisse de taux et ça, c'est quand même négatif, pour les marchés. Voilà et pour terminer, je voulais vous parler du bitcoin, puisque le bitcoin, donc c'est assez intéressant ce graphique parce qu'il suit vraiment, l'analyse technique et on avait parlé, hein, lors des derniers podcasts. On avait ce niveau à 84 000 $, vous voyez, qu'on n'a pas réussi à atteindre, mais qui était, un niveau de résistance et derrière, là, on a cette rebaisse, du bitcoin qui avait plutôt bien performé, enfin qui avait bien résisté plutôt pendant le conflit, qui avait même monté, hein, depuis le mois de mars. Mais on voit qu'il y a quand même encore, des flux vendeurs, et lorsque ça baisse assez fort, notamment sur le BTC. Donc j'ai identifié un prochain niveau à 70 700. 70 700, c'est un prochain niveau de support et si ça cassait, hein, évidemment, on a le plus bas annuel qui se situe à 60 000 $. Donc voilà, si ça revient à 60 000 $, ça pourrait être un bon point d'entrée pour ceux qui ne sont pas encore dedans et qui veulent bon, acquérir des bitcoins. Mais attention, voilà, on est plus du tout dans cette phase haussière et d'exubérance qu'on a vu, comme par exemple l'élection de Trump, hein, je l'ai mis là en 2024, puisqu'on était passé de 50 000 à 100 000 en quelques semaines, voire quelques mois. Mais maintenant, du coup, attention, on est plutôt dans une phase de consolidation, voire de correction sur le Bitcoin et les crypto-monnaies. Voilà. Donc, Ah oui, effectivement, il faut rester quand même très, très prudent. Il y aura une volatilité qui va rester très, très forte, hein, dans les prochains mois. C'est toutes les classes d'actifs, hein, d'ailleurs, donc soyez prudents. Mais je pense que bon, sur du long terme, évidemment, on a toujours les marchés actions qui resteront, bien, bien portants. Après, bon, il y a tout l'enjeu et tout le danger de cette crise en Europe qui est en train d'arriver. Tous les ingrédients sont là et on le voit bien, hein. C'est-à-dire que, je pense que malheureusement le maillon faible, comme on le dit, ça reste aujourd'hui la France. Il pourrait également avoir des surprises du côté de l'Espagne, voire de l'Italie parce que, finalement, si la croissance baisse très fortement, ils vont avoir du mal, à réduire leur déficit public. Mais on le voit bien sur les taux longs, hein. Pour l'instant, c'est la France qui fait le plus peur au niveau de la zone euro parmi les grands pays. Donc c'est ça qui, reste très inquiétant et donc là, évidemment, si un grand pays comme la France, a des difficultés aujourd'hui demain sur cette dette publique, alors là, oui, il y aura quand même, mais les marchés en prendront ombrage, hein, c'est inévitable, hein. Pour le moment, c'est vrai que c'est assez incroyable que les marchés
boursiers. Alors pas tellement sur le CAC 40, hein, tu l'as dit, le CAC 40, bon, il est quand même, très, très loin de ses plus hauts. Par contre sur le voilà, sur le Nasdaq, sur le Standard & Poor's 500, on a battu des nouveaux records. Donc on se dit: «Comment cela est possible?» En fait, il y a quand même beaucoup de flux qui viennent, qui sont là et donc c'est vrai que pour l'instant les marchés, voilà, la bourse, ça reste une valeur refuge finalement grâce à l'IA. Puisqu'on se dit: «Bah, finalement l'IA, c'est quand même l'avenir, donc ça reste une valeur refuge». Et si jamais demain on a cette crise que j'anticipe pour l'Europe, crise donc obligataire, hein, et voire aux États-Unis également, avec donc des dissensions au sein de la zone euro. Qui va rester dans la zone euro? Est-ce que la zone euro va perdurer ou pas? Alors là, ça peut faire mal et là, les marchés boursiers, forcément, ils en prendront ombrage. Alors à moyen terme, ça redémarrera, c'est sûr, mais il faut quand même rester, extrêmement prudent. Voilà, Ah oui, voilà ce qu'on peut clairement. dire aujourd'hui. Donc on reste sur une volatilité extrême. On espère tous évidemment, on est quand même dans l'incertitude parce que voilà, il y a beaucoup d'éléments, qu'on ne peut pas intégrer puisqu'on ne sait pas comment ça va évoluer évidemment, en Iran. Mais on espère tous que ça va bien évoluer finalement et que les prix du baril, baissent. Donc c'est-à-dire que moi, c'est ma prévision, elle est optimiste, hein. Je me dis effectivement, on aura un contre-choc pétrolier et après ça pourra redémarrer. Mais si c'est pas le cas, évidemment, bah, la crise va durer encore plus longtemps et ça s'arrêterait pas en 2026, elle continuera évidemment en 2027. Mais pour l'instant, on reste sur un scénario entre guillemets, donc a priori optimiste, où on aura quand même un rebond progressif pour 2027. Oui, alors là, j'ai des questions sur les semi-conducteurs. On me demande pourquoi ça a chuté la semaine dernière. Donc, effectivement, la semaine dernière, ça a chuté parce qu'il y a une prise de bénéfices. Hein, comme je le disais, c'est des sociétés qui ont pris, qui ont doublé de valeur en l'espace d'un mois, un mois et demi. Donc, forcément, il y a des prises de bénéfices. On dit, hein, il y a un adage, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Hein, donc, ça, c'est vrai en bourse, évidemment. Et c'est vrai pour tout type d'actifs. Et notamment, bah, le Nasdaq. Quand on regarde l'évolution du Nasdaq, le Nasdaq a pris quand même 25% depuis ses points bas du 30 mars. Donc ça, c'est quand même assez inexplicable honnêtement. Je pense qu'il va y avoir à un moment donné un retour de bâton. Évidemment, je pense effectivement le déclencheur, ça peut être les taux, évidemment, les taux obligataires parce que là, on est sur des niveaux qui sont pas vraiment tenables et s'il y a une petite poussée encore supplémentaire, il se peut que justement ça soit le déclencheur de cette prise de bénéfices qui va intervenir sur les marchés américains. Mais comme nous, les marchés européens, on est suiveurs de ces marchés américains, si le Nasdaq perd 10, on ne va pas gagner 3, on va potentiellement moins, mais on devrait perdre également. Donc en fait, on est vraiment les perdants, hein, de ce conflit au Moyen-Orient et on verra un peu comment ça se passe, durant l'été, mais attention. Juste une précision quand même, hein, Antoine, si tu me permets. Mmh. Faut pas tout mettre sur le conflit au Moyen-Orient. C'est-à-dire que Ah oui, l'Europe, oui, clairement aujourd'hui, elle est déjà mal avant, hein. C'est notamment si je tout prends le à cas de fait. la France, on avait des Mais indicateurs avancés, sur l'activité qui étaient déjà très, très mauvais en début d'année, tu vois? oui, Donc mais c'est vrai que ça a mis de l'huile sur le feu, c'est sûr. Mais mmh, tout le problème, c'est ce qu'on appelle la croissance structurelle. C'est-à-dire que la croissance structurelle, c'est la croissance qui obtient lors d'un fonctionnement normal de l'économie. C'est-à-dire là, sans crise, sans guerre et cetera, le niveau normal. Effectivement, aux États-Unis, c'est à peu près 2,5% de croissance par an. Donc bon, bah, voilà, quand il y a un problème, il tombe à 2, voire 1,5, mais ça résiste encore. Nous, notre croissance structurelle, c'est 0,9. Donc évidemment, dès que tu as un problème, beh, tu tombes à 0,4, voire à 0. Donc c'est ce qui fait qu'il faut, relancer notre croissance structurelle, mais comme on ne fait pas de réforme, justement structurelle, on n'a pas les moyens. Puis je te rappelle qu'on n'est pas du tout indépendant énergétiquement. Alors la France, elle est un petit peu grâce au nucléaire, mais si tu prends l'Allemagne, bon, ils ont évidemment des gros problèmes. On n'est pas indépendant également d'un point de vue, même alimentaire. Aujourd'hui, c'est quand même très dangereux et puis d'un point de vue industriel également. Donc c'est clair qu'on le voit aujourd'hui, s'il y a des choix à faire, il y aura des arbitrages et certains pays vont préférer, d'abord se servir à eux-mêmes et puis après ils verront, ils laisseront ce qui reste pour la France et pour l'Europe. oui, oui, non, Donc bien c'est sûr. pour ça qu'on a des impacts, si tu veux, durables dans le temps et ce qui fait, comme tu l'as bien dit, que malheureusement la France, la zone euro, on est les dindons de la farce. Mais c'est pas Je tombé du ciel si tu Non, veux, non, c'est mais ce que je veux pas dire, lié c'est qu'en à début c'est même pas lié d'année à ce qui se passe en Iran. Mmh. il y avait une surperformance de l'Europe en début d'année Oui, et oui, fin oui, bien d'année sûr, là mais c'est un levier de et rattrapage. Tu as un levier de rattrapage. effectivement, le déclencheur du Moyen-Orient les flux se sont tous même vers de l'Asie, hein, il y avait des Bien flux de sûr. surperformance de l'Asie qui sont allés vers les États-Unis et donc tous les flux sont revenus aux États-Unis. Comme tu dis, finalement, le Nasdaq est devenu une valeur refuge, du point de vue boursier. Alors après, Alors j'ai des oui. questions sur justement, donc on dit historiquement, on trouve une crise boursière toutes les 5 à 10 ans. La dernière crise date de 2008, quand vous pouvez attendre une crise boursière. Oui, alors, en fait, on en a eu, si vous vous souvenez,
2008, on a eu 2018 également. En Oui. 2018, il y avait enfin une grosse baisse boursière qui aurait pu continuer. Puis après, il y a eu le corona et le Covid, hein, c'est pas la bière, hein, évidemment. OK. Donc, ce qui a fait que, bah, on a fait la planche à billets, et cetera. Donc ça a pu redémarrer. Mais on aurait dû avoir une grave crise, en 2018-2020. Finalement, elle a été évitée grâce à la planche à billets. Et donc là, voilà, on a eu 2022. Donc en fait, le problème, c'est que, on a une sorte de crise larvée, si tu veux. On n'a pas, heu, améliorer le système, si tu veux. Donc, ce qui veut dire que je pense que cette crise, elle est là, elle est larvée, et elle pourrait évidemment arriver encore plus fortement demain parce qu'on n'a pas des moyens de relancer la machine. J'avais fait justement dans un podcast, j'avais comparé cette crise actuelle avec la crise de 2008. En 2008, on avait les moyens de relancer la machine. On a pu relancer budgétairement, on a pu baisser les taux, on a fait la planche à billets. Là, on a déjà tout utilisé. Il y a peu de cartouches. C'est ça le problème. C'est pour ça que cette crise aujourd'hui, elle est beaucoup plus dangereuse. Parce que comme on n'a pas la marge de manœuvre, on ne peut pas relancer la machine, notamment chez nous en Europe, notamment en France. Donc c'est en cela que ça pourrait évidemment être beaucoup plus grave. Et juste pour terminer sur les marchés boursiers, parce que j'ai analysé et puis un petit peu les mouvements de flux. Moi, je pense qu'il y a évidemment des mouvements de flux qui s'opèrent des marchés des crypto-monnaies sur les marchés boursiers. C'est-à-dire que évidemment, il y a de l'argent qui sont sur les marchés des crypto-monnaies que voilà qu'on ne maîtrise pas forcément et donc qui peuvent revenir sur les marchés boursiers qu'avant, elles n'arrivaient pas à venir sur les marchés boursiers pour différentes raisons. Là, aujourd'hui, ça arrive donc c'est pourquoi les marchés boursiers résistent finalement, malgré tout. Donc ça pourrait, là aussi continuer demain, mais la clé, ça restera quand même la croissance. S'il y a moins de croissance, il y a moins de profit, donc il y aura des valorisations qui évidemment finiront par baisser également, même si sur le moyen terme, avec les dividendes, ça reste le meilleur placement. Je vous les rappelle, hein, il y en a 3, ça reste évidemment, les marchés boursiers avec les dividendes, l'or et après l'immobilier, voire les crypto-monnaies ou le bitcoin, parce que bon, les bitcoin pour l'instant ça existe que depuis 2009, donc on n'a pas assez de recul. Mais voilà, donc on verra, c'est l'avenir nous le dira, mais ça reste quand même, voilà, sur le moyen terme, on pourra quand même s'en sortir, soyez rassurés. 2 questions pour terminer, donc il y a Pietro qui nous demande: «Est-ce que l'or pourrait encore remonter?» Est-ce qu'il pourrait remonter? C'est vrai que là, il est dans une phase de stabilisation, il a trouvé plus ou moins son prix de référence, mais c'est il Oui, y a moi je pense que le bon niveau de l'or, je dois dire autour des 4 500 comme on est aujourd'hui, c'est un bon mmh, niveau de l'or. Après effectivement, il peut remonter un petit peu plus si justement il y a cette crise, qui s'installe en Europe, donc la crise de la dette publique. Donc là, il faudra des valeurs refuges. Donc la mmh, valeur refuge, ça va être, évidemment l'or, donc ça, est-ce qu'il pourrait remonter à 5 000? Peut-être pas remonter à 5 400. Ça voudrait que ça serait quand même, alors s'il y a la faillite d'un pays, d'un État, peut-être, mais bon, mais toujours dire que oui, ça peut remonter et ensuite on aura évidemment, l'or qui peut remonter sur des niveaux assez élevés. Donc il faut quand même rester prudent. Mais voilà, je pense qu'entre, 4 500 et 5 000, bah, c'est un bon niveau effectivement de l'or. mmh et pour terminer, Isabelle qui nous dit, «Quid de la dette US pire que la nôtre?» Alors, c'est vrai que la dette US, le gros problème, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette. Donc, en fait, aux États-Unis, qui finance la dette? Ben, c'est nous, au travers de la demande mondiale de dollars. Donc, tant qu'il y a de cette demande mondiale de dollars, finalement, ben, les États-Unis s'en sortent toujours. Le jour où le dollar ne sera plus sur son piédestal, qu'il aura un remplaçant, par exemple le yuan, alors là, évidemment, tout va s'effondrer. Et donc, l'avantage qu'ont les Américains aujourd'hui, c'est que le yuan ne peut pas remplacer le dollar aujourd'hui. Parce que pour remplacer le dollar, il faut une devise forte. Et comme on l'a vu tout à l'heure, la Chine souffre. Donc si le yuan est trop fort, ça va casser les exportations, qui est le seul moteur aujourd'hui vraiment valable en Chine, et donc ils ne pourront pas continuer. Donc c'est pourquoi ça arrivera, mais dans 10 15 ans. C'est pourquoi grâce à cela, les Américains ils vont résister malgré une dette qui est énorme, évidemment. Ils vont quand même prendre le bouillon, je pense, hein. Mais malheureusement, nous, on n'a pas cet avantage. Nous, les Européens, notamment les Français. Donc ça veut dire que malgré donc, une dette qui est par rapport au PIB inférieur, bien nous, notre dette, elle est moins soutenable parce qu'on n'a pas justement cet afflux de financement extérieur, puis surtout, il y a moins de croissance. Donc aujourd'hui, pour l'instant aux États-Unis, la croissance finance les intérêts de la dette, ce qui n'est pas le cas chez nous. On n'a pas assez de croissance juste pour payer les intérêts de la dette. Donc c'est en cela que la dette devient extrêmement dangereuse. Mais je suis d'accord, hein, la dette publique américaine qui augmente, il faudrait que ça se calme. Donc c'est pourquoi la clé, ça sera la croissance. Et comme tu l'as bien dit tout à l'heure, l'IA et l'innovation, c'est ce qui leur permet justement de résister malgré tout. Donc voilà, c'est pourquoi malheureusement, je suis désolé, hein, je suis beaucoup plus inquiet pour ce qui peut se passer chez nous en Europe sur le fond de la dette publique, et donc avec cette crise de la dette publique qui va commencer comme d'habitude en Europe. Voilà, et on sera malheureusement les derniers de la farce, mais on l'a bien cherché encore une fois, hein. En économie, voilà,
voilà, j'ai envie de dire, on n'a que, les conséquences de cause, hein. Donc, si ça se passe mal aujourd'hui, c'est parce que justement, bah, les dirigeants, européens, français ont fait n'importe quoi depuis des années avec les données publiques, en particulier en France, et maintenant il faut payer la facture. Voilà, c'est triste et peut-être, je reste pour terminer avec une note d'espoir, ensuite, une fois qu'on aura touché le fond de la piscine, on pourra évidemment redémarrer. Voilà, avec ma thérapie de choc bienveillante, pour ceux qui la connaissent, Ouais. évidemment, et en baissant les impôts, baissant la dépense publique, de fonctionnement, on pourra sauver la France, au moins on le souhaite pour les années à Mmh venir. mh, mmh. Mais merci Marc pour, quand même cette petite touche d'optimisme, pour Faut la faut fin. ouais, et merci à vous et merci de votre fidélité et on Ouais, est à votre disposition, donc n'hésitez pas, bonne continuation. t'inscris, vous aurez, Et vous pourrez accès également aux avoir les slides slides, hein, pour ceux corrigés. qui le souhaitent, avec grand plaisir. Mmh. Merci, à Merci tous et Antoine, merci à toi également. Merci merci. à Au tous. revoir. Bye.